Bonjour à tous, vous êtes sur la radio ici maintenant 95.2 FM Paris, c'est Cyberculture aujourd'hui avec William et une invitée, tu as le... Ça y est, je suis perdu. Tu as le casque vert. Salut Eva, comment ça va ? Ça va, merci de m'avoir invité William. Oui, bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose une sélection de la semaine, une revue de presse informatique. On va un petit peu voir différents éléments qui sont assez sympas. Donc on parlera je sais pas si on en a parlé, on parlera de l'anniversaire de la Game Boy parce qu'on en a tous joué. Peut-être ça va être comme ça, on verra bien. On parlera du Darknet et son moteur de son moteur de recherche. On parlera aussi de casques de réalité virtuelle, de bugs informatiques avec le casino allemand qui s'est fait littéralement piller, et bien sûr d'autres articles assez intéressants. Et j'ouvrirai l'antenne pour vous aussi, pour l'antenne de la radio, pour que vous puissiez réagir par rapport à ces articles. On se retrouve tout de suite après l'introduction musicale de Cyberculture aujourd'hui. Bonjour à tous, vous êtes sur la radio ici maintenant 95.2 FM. Aujourd'hui c'est Cyberculture avec William et Eva en invité. Merci à toi Eva d'être aujourd'hui à la radio. Hein. Merci. Ça met un peu de femme, de féminité, de féminité, oui, parce que ça manque. Parce que dans le monde des geeks, c'est quoi le pourcentage ? 1%, 2%, 3%? Bon, un peu plus, mais on est discrète. Oui, vous êtes discrète. Et puis la qualité, la quantité, tu sais. Je tiens aussi le chat, donc n'hésitez pas à intervenir sur le chat. Je suis là, c'est moi. Le chat, ici et maintenant.com. Oui, sur le www.ici-et-maintenant.com. Donc vous allez sur le site du côté du chat, c'est ouvert de 14h à 18h le samedi. Et bien sûr, vous pouvez taper directement l'adresse chat.rim952.fr pour y accéder avec votre tablette, avec votre smartphone, même si vous êtes chaud avec votre vieille Amiga ou Atari. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai été à un festival numérique qui s'est passé à Saarbrücken, si je ne déforme pas le nom de cette ville en Allemagne, à 50 km de Metz.
Et c'était génial, il y a eu des productions numériques de geeks, donc il y avait de la musique, des clips, donc des grands détournements du jeu vidéo qui permettent entre autres de faire des courts-métrages abstraits ou concrets. On a présenté même avec le groupe que je représente, les X-Men, qui n'a rien à voir, attention, avec les super-héros. Je vais pas faire de l'ombre à ces super-héros. Derrière, malheureusement, c'était bien ce qu'on avait fait, donc je vous invite à aller sur YouTube et taper les productions de la révision, vous tapez le mot-clé The Revision, donc en anglais 2014, donc vous pouvez retrouver aussi ce que nous avons réalisé, donc c'est la VIP Invite démo, donc révision, et vous tapez, vous allez voir, c'est assez intéressant. On a utilisé des technologies de motion capture avec un petit budget, donc on a utilisé des Kinect, etc., etc. Donc je vous invite à aller voir, et s'il y a quelqu'un du chat qui peut mettre le lien, ce serait sympa. Aujourd'hui, je vous propose une revue de presse. Eva va aussi débattre là-dessus sur cette revue. Je vais faire une sélection parce que c'est pas parce que c'est une fille qu'elle ne s'y connaît pas en informatique. Donc on va arrêter les préjugés que les filles ne font pas de l'informatique aujourd'hui. Je remonte les UC sans problème. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire ? Non, je voulais juste dire un petit mot personnel. Je dédicace cette émission aujourd'hui pour mon papa qui est parti. Voilà. Un fou d'informatique. Voilà. Non, mais c'est grâce à lui que je suis rentré avec les ZX80. ZX80 Sinclair. Voilà. 1 kilooctet de mémoire, Wow. 1000 caractères. Wow. Ah non, mais là, Syntaxe, error in memory. Tu viens de me calmer là-dessus. Ouais, je sais. Ok, salut et bon vent, comme on peut dire. Alors, on va parler de quoi ? On va parler de Gmail, qui, bien sûr, vous avez peut-être vu passer cet article que Google lit vos mails et l'assume, entre parenthèses, totalement. C'est un article tiré de GenerationNT.com. Donc, longtemps critiqué à ce sujet sans jamais avoir souhaité le confirmer, Google admet finalement espionner les mails de ses utilisateurs dans le but de mieux cibler sa publicité. Donc, la rumeur courait depuis longtemps, de nombreux indices ayant été mis en évidence par les utilisateurs et la pratique dénoncée de longue date par Microsoft lors de différentes campagnes de dénigrement. Google lit bien dans nos mails, qu'il s'agisse d'emails envoyés ou reçus sur son service Gmail. Google scrute les messages dans le but de repérer certains points d'intérêt des utilisateurs pour mieux cibler la publicité diffusée par ces règles. Dans la mise à jour des conditions générales d'utilisation de la messagerie datée du 14 avril dernier, qu'il est désormais écrit noir sur blanc que Google dispose d'un système automatisé accédant au contenu des messages dans un but strictement publicitaire. Dit-il, notre système automatisé analyse en continu le contenu de vos données, y compris vos mails, pour vous fournir des fonctionnalités publicité, des recherches personnalisées en fonction de vos habitudes. Cela fonctionne lorsque vous envoyez et recevez du courrier. Donc un secret qui n'étonne pas grand monde, puisque la pratique est également de mise chez Yahoo, qui l'a officialisé il y a presque un an. De son côté, Microsoft rappelle que sa messagerie Outlook n'est pas surveillée, sauf cas de force majeure. Ainsi, la firme s'autorise à accéder au contenu des mails échangés dans le but de se conformer à la loi ou de répondre à une demande légale. Et si la firme estime qu'il y a une motivation à protéger les clients ou la société d'un risque quelconque. Bon, sur le chat, vous pouvez rebondir là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses déjà, Eva, du fait qu'on puisse, ton Gmail ou le Gmail d'une personne, qu'on puisse déjà plaquer de la publicité en fonction du contenu. Donc on appelle ça aussi de la publicité contextuelle. Je trouve ça dangereux. Je me demande où sont les limites. On ne peut plus écrire. On pense qu'on est vraiment bien protégé et au final on se rend compte qu'on parle de la petite robe rouge qu'on a repérée dans la vitrine et comme par hasard, quelques instants après, on voit afficher des publicités sur le côté, on se dit qu'on est un peu parano, donc on commence à parler d'autre chose, on commence à parler, je ne sais pas, d'un modèle de voiture et là hop, on voit apparaître des publicités pour des jantes et là on se pose vraiment la question, on se dit où je vais voir un psychiatre ou effectivement je suis surveillé, Big Brother is watching you. Moi ça me rappelle une histoire, d'ailleurs c'est même Google qui a arraché ce système il n'y a pas longtemps, c'était DoubleClick, c'est une société américaine qui s'appelle DoubleClick. Donc c'était quoi ? C'est un système qui permet de gérer des bannières de publicité sur des sites internet. Et eux utilisaient déjà cette technique du contextuel donc pour pouvoir afficher de base sur un site internet, on va dire une niche, un site internet par exemple qui va vendre ou qui va pas vendre, qui ça va être un forum qui va présenter par exemple de l'informatique, des conseils en informatique, et derrière, en fonction de ce que vous allez mettre sur ce forum, ça va vous mettre une publicité ciblée. Et Google, il y a un certain temps d'ici, a racheté cette société. Cette société était très critiquée. Pourquoi ? Parce que lorsque vous arrivez, par exemple, sur un site internet, on vous mettait, c'est même Google, il y a très longtemps, a été critiqué parce que lorsque un pote va vous parler d'une soirée, rapporte une bouteille d'eau gazeuse, que je ne citerai pas la marque, et derrière, on vous
il y avait un fort potentiel qu'on vous affiche la marque adéquate pour de l'eau gazeuse. Voilà, de l'eau gazeuse. T'as des potes qui ramènent de l'eau gazeuse. Non, mais les invite pas la prochaine fois. Ouais, d'accord. Je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Hein. Merci pour le trou. Je sais pas après, qu'est-ce que vous en pensez, hein, j'ouvre la ligne dès à présent, 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Est-ce que tu as autre chose à dire à propos de cette pub ciblée moi, je trouve que c'est super hypocrite, parce que là, ils disent qu'ils la mettent dans les conditions de vente, mais ça fait 10 ans qu'ils font ça. Et qui lit les conditions de vente Levez la main. Franchement, lire... non, voilà. C'est écrit trop petit déjà, donc on laisse tomber. Et puis Outlook qui en profite pour faire une publicité en disant « Mais chez nous, tout va bien, viendez, monsieur, dame ». C'est un peu limite aussi, mais c'est de bonne guerre. Donc déjà, notre propre courrier n'est pas crypté, n'est pas chiffré en soi. C'est-à-dire que Google peut accéder à ses moindres désirs en disant je peux regarder le contenu de chacun, je peux me servir. Alors après, c'est toujours le principe du big data. T'as un petit peu, tu sais ce que c'est ou pas, le big data, Eva ? Je te remercie, William. Vas-y, mais explique aux gens. Non, l'objectif de cyberculture, je le rappelle, c'est pas parler en 0 et en 1, c'est que tout le monde comprenne. Donc le mieux, William, je vais te laisser expliquer. Tu vas être beaucoup plus simple que moi, parce qu'en tant que femme, je vais utiliser 1500 mots, et toi, en 4 ou 5 mots, tu auras bien expliqué, je t'en prie. D'accord. Voilà, c'est fait. Non, ok. Donc le big data aujourd'hui, c'est un phénomène de mode. L'objectif, c'est de stocker le plus de données possible sur un groupe de personnes, sur une personne même, mais plutôt sur un groupe de personnes, sur leur comportement. Et à partir de ces données, donc par exemple Gmail avec vos emails, on va pouvoir savoir qui vous êtes. Même on s'en fout que là, c'est ce qui est chiant, parce qu'il y a quand même notre nom et notre prénom sur Gmail, parce que Gmail nous oblige de plus en plus à nous identifier et ne pas être derrière un pseudo. Bon, ça c'est encore une autre histoire et on pourra en débattre bien sûr. Et ce big data, ça va permettre pour les services marketing de nous envoyer de la publicité, de nous analyser pour nous proposer des sites internet, des produits renouveaux, etc. Et quelque part, c'est à partir de notre comportement. Et aujourd'hui, Google, c'est clair, net et précis, c'est la société web qui a le plus de données sur une personne. Ils ont des données, ils sont capables d'avoir un historique, ils sont capables de reconnaître une femme et un homme. Après, entre les deux, je ne sais pas. C'est reconnaître une femme et un homme, c'est clair, mais on est capable de comprendre le comportement de chacun. Et en fonction de ça, on va vous mettre de la publicité ciblée, par exemple, où derrière, on va pouvoir construire une publicité autre que, par exemple, une vidéo. Ça va être revendu, parce que ça se revend. C'est la mine d'or, c'est le pétrole du 21e siècle. Je ne sais plus qui a dit ça, et excusez-moi si j'ai oublié. Mais c'est le pétrole du 21e siècle, le big data. Moi, je trouve que c'est un peu sale de récupérer les données de chacun. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur le chat. Vous pouvez débattre, et c'est en train de charrier sur... Pour l'instant, il y a surtout Ramou qui me demande de ramener du coca. Tu bouges et tu vas au supermarché, s'il te plaît. Merci. Non, mais c'est un peu ça. Ok, bon, vous pouvez réagir. Mais oui, j'attends, parce que tout le monde est en train de rigoler, mais c'est un sujet sérieux, parce qu'aujourd'hui, on est surveillé, tout le monde le dit depuis très longtemps, on est dans 1984, on est dans Big Brother, et tout le monde en rit presque, sauf qu'on est réellement de plus en plus surveillé, on ne peut plus faire un pas sur le net. L'identité numérique est un vrai problème aujourd'hui. Lorsque vous cherchez du travail, la première chose que va faire un employeur, c'est aller regarder à quoi vous ressemblez sur Internet. Sachant que les recruteurs se sont engagés à ne pas regarder votre e-réputation. Oui, et c'est la première chose qu'ils font. Également, quand tu prends un crédit bancaire, la banquière te dit « Ah, j'ai été sur Google, j'ai vu, vous êtes ça, vous faites ça. » Donc, même lorsqu'on prend un crédit bancaire, on est surveillé. Peut-être, tu connais des gens qui ont eu ce genre de cas ? Moi. D'accord. Tu n'étais pas obligé de le dire. C'est bon, ça... Mais la banquière m'a dit « Ah, j'ai vu que vous aviez été dans tel pays, ça vous a plu ?» Je dis « Mais où est-ce que vous avez vu ça sur Google ?» Parce que j'avais donné mon avis. Moi, j'ai connu quelqu'un, je ne vais pas dire que c'est moi, j'ai connu quelqu'un qui a un Facebook sur les réseaux sociaux, et là, ce fameux réseau social de Facebook fait des propositions, je peux vous mettre en relation avec telle personne. Et c'était tellement fort, toujours dans le principe du big data, c'était tellement fort qu'il a affiché à cette personne-là la photo de son banquier. Donc tu restes bloqué. Il n'était pas forcément dans une position
Ah, Voilà. Donc c'était genre photo personnelle. Très personnel. Voilà. Alors. Donc faites attention faites attention à vos photos de profil. Surtout, et cassez-vous de Facebook. Hein, parce que là, j'ai peut-être pas sélectionné le nouveau réseau social qui ne stocke pas vos données. C'est bête, on pourra en parler. Hein, peut-être vous. Le réseau russe, peut-être. Non, le réseau russe, c'est encore une autre histoire. Parce que là, bon. C'est pire. Ouais, c'est pire. Alors, on va parler. Bon, c'est vrai que ça peut laisser une petite larme à l'œil, l'article que je vais aborder. On va parler des Oculus Rift. Tu sais, c'est quoi les Oculus Rift? C'est un truc cochon. Non, non, pas du tout, non. Les Oculus Rift. J'avais promis que je déconnerais pas, j'y arrive pas. Non, mais c'est bien. Il faut se détendre. On est entre nous, on est avec les chatteurs. Je rappelle qu'on a un chat.rim 952.fr, accessible aussi à partir de notre site internet www.icietmaintenant.com. Je crois que les geeks n'osent pas en disant il y a une fille de l'autre côté. Non, mais allez-y, lâchez-vous. Ouais, il n'y a pas de problème. Vous pouvez appeler à présent 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Parlons des Oculus. Donc les Oculus, ce sont des lunettes qui permettent de rentrer dans une réalité virtuelle. Ce projet-là a été développé à partir du site collaboratif Kickstarter. Est-ce que tu connais Kickstarter? Arrête de me poser des questions, vas-y, présente. J'ai l'impression qu'il y a un fantôme derrière moi et c'est Olivier qui est en avance. Félicitations. Bonjour Olivier, il a entendu qu'il y avait du monde, il a vu la lumière, il est rentré, il a fait comme moi. Voilà. Bonjour Olivier. Reprends le Kickstarter. Donc Kickstarter qui a permis donc de mettre en avant ce fameux projet de lunettes virtuelles. Juste quelques mois plus tard, Oculus avait fait une levée de fonds grâce aux utilisateurs qui désiraient donc utiliser cette interface. Donc c'est un casque qui permet, en fonction des mouvements de ta tête, de te balader dans un monde virtuel. Un petit peu comme un Stephen King avec le cobaye, si tu te rappelles du film. Ça te dit rien, le cobaye? Si, non mais arrête, continue. C'est parce que je suis en train de regarder le chat en même temps. Je suis une femme, mais j'arrive pas à faire deux trucs en même temps. Je suis désolée, je déçois tout le monde. Ramou veut appeler pour expliquer exactement ce qu'est le Kickstarter, il n'y a pas de souci, vas-y. Rappelle, il n'y a pas de souci là-dessus. Si tu as encore du forfait. Donc, Facebook a racheté la société Oculus Rift derrière. Donc voilà son intérêt. Et derrière, les gens qui avaient investi sur cette fameuse, qui avaient mis de l'argent pour ce projet-là, on dit non, on veut un retour, on veut un retour sur investissement, on veut un retour d'argent, on veut un cashback, parce que on trouve pas normal, ce projet-là a obtenu un certain fonds, et derrière c'est Facebook qu'on n'aime pas, et on veut récupérer notre argent. C'est juste l'anecdote. Et dans une autre anecdote, mon chéri sur le chat qui stipule, et je confirme qu'Oculus Rift fout la gerbe. J'ai testé, c'est vrai. D'accord. Non, c'est vrai que quand tu mets les trucs, il faut un temps d'adaptation. Il faut un grand 8. Il y a une espèce de grand 8. En anglais, on dit aussi roller coaster. Roller coaster. C'est un grand 8 et ça te fait bouger partout et ça peut effectivement secouer un peu votre le bide. Là, l'oreille interne aussi. Et l'oreille interne. Ça, c'est important parce qu'il y a le casque. Il y a le casque avec le son. J'ai envie de les acheter. Hein. Bon, attention, j'ai pas envie... Mange pas un gros cassoulet avant, s'il te plaît, merci. Il y a ça, et je vais lire mon article. Donc, revenons à quelque chose d'un peu plus sérieux. Donc, l'Oculus Rift peut servir aussi, qui a été utilisé pour une femme qui était mourante, pour qu'elle puisse se promener. Donc, elle a été mourante, elle ne pouvait pas forcément se déplacer. Donc, interpellée par le cas d'une vieille dame atteinte d'une maladie, donc d'un cancer, la société Oculus VR a envoyé donc un casque à réalité virtuelle pour lui permettre de se balader tout simplement dans la ville de Seattle en mode virtuel. Donc largement mis en lumière, ces derniers mois, l'Oculus Rift se présente comme un casque de réalité virtuelle, comme je l'ai expliqué, et qui permet de se plonger au cœur de nos jeux vidéo préférés. Toutefois, les usages peuvent s'effectuer dans d'autres cas de figure. Donc l'artiste, par exemple, Priscilla Fierstenberg, ayant travaillé, sur quelques jeux vidéo, a précédemment contacté donc cette société Oculus VR afin d'obtenir un exemplaire de l'Oculus Rift. Le but de cette démarche était de fournir à l'appareil à sa grand-mère, et forcée donc de rester cloîtrée chez elle en raison de son extrême faiblesse, ne pouvant se balader comme autrefois autour de son domicile. La solution de réalité virtuelle est parue comme une évidence pour Priscilla. Oculus VR, interpellée par cette histoire, a rapidement envoyé un kit de développement. Donc en s'aidant des collègues, Priscilla a conçu quelques démos qui permettent à sa grand-mère de se balader autour de chez elle et observer la nature, les papillons qu'elle apprécie tant. Alors que Priscilla continue à développer d'autres démos, Roberta est rapidement devenue trop faible. C'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai choisi les mots. Pour utiliser l'Oculus Rift, elle est décédée bien sûr quelques semaines plus tard. Donc c'est clair que
tu vois, quand tu vois les utilisations possibles, on peut faire évader les gens qui sont handicapés, qui sont pas forcément, c'est pas forcément évident. Donc, tu vois, c'est un outil. On va peut-être pas passer, on va pas passer quelques minutes là-dessus, mais qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de choses? Les Donc, outils, mon les outils. chéri qui réagit et qui dit qu'il aurait pu choisir une autre ville que Attends, mais je crois que Seattle. tu dis, je pensais que c'était vraiment ton chéri, mais en fait c'est son pseudo. Hein. Non, Ok, d'accord. non, c'est pas mon chéri, non. D'accord. Non, non, celui-là, c'est une affaire classée. Ok, affaire, d'accord, affaire classée. Ok, Cold case. C'est ok, parti. ok. Alors, Alors, enchaînons après Roberta. ouais, après Roberta, on va faire une petite pause. Non, oui, on va faire une petite pause. Non, pas maintenant. On va passer à. Arrête le DK, William. Oui, mais je suis au DK maintenant, donc ça peut me faire des trucs bizarres. On va parler d'une faille de sécurité informatique qui s'est passée, je ne sais pas si vous avez vu sur ces articles, donc c'est toujours un article qui est tiré de génération-nt.com, c'est une faille informatique qui s'est passée dans les casinos allemands. Et franchement, combien de fois je me suis dit, mais si on pouvait hacker, T'as pas osé, genre hein. qu'on était, C'est bien. qu'on était aux États-Unis, à la ville je pense à des trous de mémoire. Las Vegas ? Non, j'étais pas à Las Vegas, c'est la deuxième ville après Las Vegas, c'est Je sais plus. dans le New Jersey, Voilà, où ils ont tourné la série Boardwalk. enchaîne. D'accord. Donc j'étais là-bas, je me dis, ah mais si on pouvait pirater et tout, de toute façon dans mes rêves, et ben non, les rêves sont arrivés, une faille de sécurité informatique dans les casinos allemands pillés par les joueurs, donc une faille récemment découverte dans le logiciel et qui anime certaines machines à sous dans des casinos allemands a été exploitée pour permettre à des joueurs de remporter gros à tous les coups. Avec le temps, les machines à sous des casinos se sont donc modernisées, des rouleaux mécaniques assez complexes à l'entretien tout aussi problématique, les bandits manchots sont passés aux écrans et aux logiciels informatiques. Alors, The Mask nous précise que c'est Atlantic City. Merci, The Mask. Merci. Je suis allé là-bas, j'ai un trou de mémoire. Mais plus largement, ce sont de nombreux jeux de casinos qui sont passés sur l'écran, donc quittant les tables et les croupiers pour se rendre disponibles au libre accès aux clients. Et avec ce changement viennent de nouveaux escrocs spécialisés dans le piratage. Pas toujours évident ainsi de repérer certains bugs dans les logiciels des machines à sous, du moins pas tant qu'elles étaient exploitées massivement par quelques personnes au détriment du casino. Et c'est justement ce qui vient d'arriver en Allemagne. Donc c'est la société allemande Paul Gossmann, l'un des plus grands fabricants de machines à sous du pays, est aujourd'hui pointé du doigt dans une vaste opération de ce que les autorités présentent comme un simple pillage. Au cours d'une soirée du mois de février dernier, un large groupe de personnes parfaitement organisées aurait ainsi ciblé des machines à sous du fabricant installées dans plusieurs casinos, donc à peu près 100 000 machines. Donc on peut voir un petit peu la totalité du pillage, et présentant donc un bug logiciel. Donc au cours d'une seule soirée, les machines auraient donc ainsi été exploitées pour délivrer plus de 10 millions d'euros. Pourquoi j'étais pas dans ce plan? Une somme que le fabricant devrait très certainement Parce que tu es rembourser honnête. aux exploitants. Bah oui, maintenant, Et j'ai Tom qui nous demande si tu peux nous citer une adresse email bien sécurisée, parce qu'il veut quitter Gmail. Oui. Une adresse. Là, on en parlera un petit peut-être plus avec Olivier là-dessus, mais après, bien sécurisé, sur les mails, c'est un peu tendu parce que déjà, lorsque votre mail est acheminé entre les différents fournisseurs, il n'est pas forcément crypté, il n'est pas forcément chiffré. Donc, pour trouver ça, il faut rentrer dans des petits détails qu'aujourd'hui, simplement, c'est chiant. Il faut faire une clé BGP, hein, donc lorsque vous envoyez votre email, il faut que la personne en face elle ait la clé de décryptage pour qu'elle puisse déchiffrer votre mail. Voilà, comme, Donc il faut rentrer un peu plus comme dit dans le Bill détail. Gates, seuls les paranos survivent sur Internet. C'est un peu ça. Après, il y a des solutions, c'est l'auto-hébergement. C'est-à-dire que vous hébergez vous-même. Vous pouvez aujourd'hui, il y a des connexions Internet avec l'ADSL qui ne sont pas forcément stables, ce que je ne conseille pas, parce que des fois, tu peux avoir des coupures. Vous pouvez prendre votre serveur dédié, mais même avoir un propre serveur chez un fournisseur, c'est pas forcément évident. Il faut voir dans les conditions de vente d'un hébergeur qu'est-ce qu'il vous propose. Mais l'auto-hébergement, ça peut être sympa. Je ferai une émission, ne vous inquiétez pas là-dessus, je ferai une émission là-dessus, je pourrai répondre comment héberger son contenu pour se barrer de Gmail ou de Yahoo. Quoi qu'il arrive, c'est un service qui est gratuit. Qui dit gratuit, vous avez bien vu ce qui se passe. Hein. Donnant. Voilà. C'est gratuit, par contre. On se sert, on vous pique des données, on vous met de la publicité. C'est comme les onglets là sur les Gmail où ils font genre ils sont sympas parce qu'ils te filtrent.
te dit, bah là, vous avez comment ça s'appelle, genre lorsque vous recevez les promotions, les publicités, ça va vous mettre ça dans le dossier publicitaire. Mais bizarrement, vous pouvez pas l'enlever. De temps en temps, tu as une petite publicité de Google qui t'arrive, tu te dis mais c'est même pas un mail, c'est une pub. Après, tu vas bon, l'idée, aujourd'hui, il y a des logiciels qui sont excellents, vous pouvez vous auto-héberger, on fera une émission sur l'auto-hébergement, comment faire ça au plus simple. Il y a des solutions NAS. Donc des solutions NAS, des boîtiers que vous pouvez acheter pour 150 €. Si vous avez 150 € de budget, c'est un petit ordinateur que vous mettez à la maison, vous le configurez dessus. Vous n'avez pas besoin de vous y connaître énormément en administration serveur. Ça vous installe un logiciel mail, ça vous installe votre propre cloud avec OnCloud par exemple. Ça vous permet de l'extérieur tout simplement d'accéder au contenu de chez vous. Vous avez ce petit boîtier, vous avez vos films, vos musiques, vos documents Word. Vous pouvez même, à partir de votre smartphone, accéder à ce fameux NAS et bien sûr configurer un serveur mail. Mais derrière, attention, ça va pas être, vous n'allez pas être sur un réseau constant 24/24. Parfois, il y a des mails qui vont pas arriver. Vous pouvez faire des mails, comment ça s'appelle, vous pouvez mettre un relais en cas où si vous n'avez plus de connexion Internet. Oui, aujourd'hui, il existe des solutions. Vous pouvez regarder, il y a plein de possibilités. Vous pouvez avoir un NAS à la maison. Donc, quand je l'appelle NAS, parce que aujourd'hui, c'est le nom commercial qu'on donne, vous avez des marques avec des bons prix. C'est super simple à installer. Et comme je le précise sur le chat, William fera une émission dessus et développera le sujet parce que je pense que ça mérite largement. William fera une émission sur le sujet qui méritait d'être développé. Voilà, tu vois, j'ai bien écrit. Bah, je peux pas atteindre le clavier en même temps. C'est voilà. Ok. Moi, j'ai rapproché le clavier, tu vois, parfois. Des choses simples. Je l'ai pris avec mes deux mains et hop, je l'ai rapproché, je l'ai mis vers moi. C'est très bien. Merci. Bon, moi, ce que je te propose, Eva, c'est une petite pause. C'est juste parce qu'il faut que je fasse une petite pause. D'accord. Je vais pas aux toilettes, mais il faut juste qu'il faut que je respire un coup. Et on se retrouve tout de suite après ça. À tout de suite. You told me you were leaving after all we've been through. Guess I'm a fool, falling in love with you. There ain't no use in crying. Do what you have to do. Guess I'm a fool, falling in love with you. You told me that the kind of love we had would last for 1,000,000 years. I believe everything you said. You filled my heart with tears. So long, pretty baby. Go break some other heart in two. Guess I'm a fool for falling in love with you. The kind of love we had would last for 1,000,000 years. I believe everything you said. You filled my heart with tears. So long, pretty baby. Go break some other heart in two. Guess I'm a fool for falling in love with you. Falling in love with you. Falling in love with you. Falling in love with you.
Bonsoir à tous. Une information vous concernant. L'association ASI, France-Belgique, ASI, ASI, organise pour la première fois à Paris une conférence débat le 29 avril à l'espace ASIEM, ASIEM, sur le thème « L'Europe et son rêve d'unité ». L'Europe et son rêve d'unité sont au centre des débats. Nicolas Taubert proposera de décoder ce rêve d'unité de l'Europe sous toutes ses formes. Cette conférence permettra de lever le voile sur les dessous d'une crise qui peut en cacher une autre, bien plus grave, et elle proposera des solutions concrètes. Nicolas Taubert, expert en géopolitique, est un conférencier international allemand. Marié, 3 enfants, c'est un homme engagé dont l'analyse spirituelle donne des clés pour décrypter l'actualité. Vous êtes invité à cette conférence. Faites-vous connaître auprès de Laurent Taider au 06 14 48 43 75. Je répète, le 06 14 48 43 75 pour cette conférence débat du 29 avril à l'espace ASIEM, au 6 rue Albert Lapparent, L-A-2-P-A-R-E-N-T, dans le 7e à Paris. Je répète, à l'ASIEM, A-S-I-E-M, au 6 rue Albert Lapparent, L-A-2-P-A-R-E-N-T, dans le 7e arrondissement à Paris. Bonjour à tous. Bonjour à tous. T'as bien fait de faire une pause. Voilà. C'est la boucle. C'est Cyberculture avec William et Eva aujourd'hui. Si vous prenez l'émission en cours, c'est une revue de presse. Bien sûr, vous pouvez réagir au 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Je suis avec Eva et on va parler de Bitcoin, tout simplement. Donc le Bitcoin, Eva. Qu'est-ce que le Bitcoin ? Ça y est, je savais que tu allais me poser la question. Une monnaie virtuelle. Non, c'est pour montrer que les femmes sont des geeks. Échappe totalement d'ailleurs à la Banque Centrale Européenne et c'est ce qui génère des craintes épouvantables de la part du système en place. Et c'est une monnaie qui est censée s'autoréguler. Mais là, William va nous dire ce que c'est que l'autorégulation du Bitcoin. Non. Bon, en gros, c'est une monnaie virtuelle. On n'a pas de portefeuille, on n'a pas de porte-monnaie, on n'a pas un compte. Ce sont des algorithmes. T'as essayé de t'échapper. Alors en fait, aujourd'hui, les banques ne contrôlent pas les bitcoins. C'est un site internet qui les contrôle et il n'y a pas vraiment de compte bancaire. C'est que vous avez une valeur avec une clé cryptée, qui est stockée sur votre ordinateur et qui va dire la somme que vous avez en bitcoin, tout simplement. Aujourd'hui, les banques européennes, les banques européennes et les banques asiatiques ont montré du doigt en disant même les banques asiatiques ont arrêté les échanges, en disant que c'était une monnaie instable, une monnaie dangereuse, malgré que même certaines sociétés, même la société Monoprix, bizarrement, qui s'est dit bientôt accepter sur son commerce en ligne, donc d'accepter la monnaie Bitcoin, ce qui peut faire peur aussi aux banques, c'est qu'elles ne sont pas maîtres tout simplement du système. Ce sont des organismes qui sont totalement extérieurs et c'est quand même un peu bizarre parce que je vous rappelle avec toutes les histoires du fameux site internet qui s'est fait arrêter parce que ça permettait entre autres aux trafiquants de drogue et aux trafiquants d'armes et plus spécialement aux trafiquants de drogue de tout simplement dealer en bitcoin à partir de ce site internet. Donc c'est après l'anecdote. Derrière ça aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, donc c'est un article qui est tiré du site internet l'informaticien.com. Une maison de Bitcoin va s'ouvrir dans quelques jours. Vous savez où ? À Paris. Paris. Oui, donc on en parle. Donc ça va se passer le 13 mai prochain. Donc sera donc inaugurée à Paris la première maison du Bitcoin. Moi, ça me fait quand même halluciner. Donc, c'est un espace de coworking dédié à tous ceux qui s'intéressent au développement du projet autour de la monnaie virtuelle. Donc, il y a quand même une histoire de projet. Juste petite parenthèse, sais-tu comment les gens gagnent de l'argent avec les bitcoins ? L'une des façons de gagner de l'argent avec les bitcoins, hormis spéculer. Non, vas-y. Tu prêtes des ressources de ton ordinateur. Non, tu échanges. Tu prêtes simplement, tu prêtes des ressources, c'est pour créer un ultra super calculateur.
Donc un ordinateur énorme par le web, par le réseau, et tu vas prêter des ressources de ton microprocesseur. Donc tu loues finalement tes ressources. C'est ça. Tu gagnes 0,0001 Bitcoin, mais derrière tu alloues sur ton ordinateur et tourne tout le temps. Si tu habites dans un petit appartement, que ton ordinateur est dans la chambre avec ta copine ou ton copain, soit, si ça fait du bruit, l'autre va dire « Mais non, on n'éteint pas l'ordinateur, il faut que je gagne des bitcoins. » Bon, tu vas gagner juste 1 euro en une semaine, mais au moins derrière, tu vas plutôt gagner un bitcoin en une semaine, mais derrière, tu gagnes de l'argent à partir de là. Et on appelle ça aussi le principe des mineurs. Un petit peu les mineurs, comme dans les mines. Le fait de creuser, ça donne des ressources, et tu vas donner des ressources de ton microprocesseur, des ressources de ta carte graphique, parce que là ils ont montré, même je vous invite à aller trouver des informations à ce propos, même des gens ont acheté des PC mais genre énormes chez eux, ils ont 6 cartes graphiques ou 4 cartes graphiques et ils donnent de la ressource à un ordinateur qui est fait que pour ça. Il y a eu des histoires avec des pirates qui ont donc hacké des serveurs, et derrière ça, qu'est-ce qu'ils faisaient tout simplement? Ils mettaient donc le programme Bitcoin pour donner des ressources. Et même les fameux malwares qui s'installent sur vos ordinateurs, c'est bizarre. Vous vous dites, mais je comprends pas, mon ordinateur il rame. Il y a de fortes chances que vous avez un malware qui travaille pour un... Et surtout avec cette voix, tu as surtout mal à la gorge là. Oui, non, mais là, et mon chéri qui était en train de... Attends, mon chéri est un pseudo sur le chat, je rappelle. Oui, d'accord, alors. Il n'y a pas de jaloux. Donc la cerise à l'eau de vie qui avait la même pensée que moi, on est reliés télépathiquement, à part si tu payes pas l'électricité, ou bien à la limite si tu bosses pour EDF, ça vaut le coup de miner. Alors, la photo sur le chat est énorme. C'est très joli. Donc mon chéri, bravo. Là, c'est ça, il prend juste 800 watts de chaleur dans son appartement. Alors remarque, oui, c'est ça, c'est pour ça qu'il disait qu'il n'y avait pas besoin de chauffage. Maintenant, je comprends. Je suis un très peu bien, lente, très bien. J'ai pigé. Alors, revenons à nos moutons sur la maison du Bitcoin. Donc située au 35 rue du Caire, dans le 2e arrondissement de Paris, la maison du Bitcoin s'étalant sur près de 220 mètres carrés. J'espère qu'ils ne vont pas mettre 200 mètres carrés de serveurs. Accueillera les passionnés du Bitcoin, porteurs de projets, ainsi qu'un showroom permettant de promouvoir le Bitcoin. Donc ce projet est en plein cœur du quartier du Sentier, est né grâce à Eric Larchevêque et Thomas France, tous deux fondateurs d'Epic Dream, une société spécialisée dans les applications mobile à la base, qui s'est donc ensuite transformé au fil des années. Le projet part du constat qu'en France, trop peu de startups se sont donc encore lancées dans le Bitcoin. Il est compliqué de monter une banque dans son garage. Bon, ça c'est sûr. Hein. On verra bien la suite. Oui, surtout il faut un grand garage. Là, oui, ouais. Le Bitcoin a besoin de professionnels. Donc la maison permettra ainsi aux entrepreneurs désireux de se lancer dans ce domaine de connaître rapidement les modalités fiscales, donc les licences spécifiques nécessaires, etc. Donc interrogé par 20 minutes, Eric, donc l'archevêque, a déclaré il y a besoin de professionnels derrière le Bitcoin, ce qui n'est pas toujours le cas. En effet, le Bitcoin souffre aujourd'hui d'une crise de confiance de la part des autorités financières de plusieurs pays, mais aussi du public, notamment suite à la crise de l'une des plateformes les plus importantes de transfert de Bitcoin, MTGOX, qui est actuellement en liquidation judiciaire. Et est-ce qu'on a trouvé le fondateur, l'inventeur du Bitcoin? Ils sont en train de le chercher, je pensais... C'est un petit japonais qui ne veut absolument pas qu'on le trouve et qui, je crois le savoir, est aux États-Unis et qui jure sur tout ce qu'il a de plus cher que c'est surtout pas lui. Pourquoi donc? Il a peut-être une peur. Je crois que c'est peut-être un système pyramidal, mais tout ça, chacun dira ce qu'il pense. Et qu'au final, c'est lui qui a ramassé le plus gros pactole et qu'à un moment donné, il va se barrer avec la caisse. Mais bon, ce sont des suppositions. Il a peut-être déjà fait. Non, mais c'est... Tu vois, le débat du Bitcoin, on pourrait en faire pendant 6 mois, pendant 2 ans, mais c'est clair que c'est un système qui tape quand même dans la formulaire des banquiers. Ça casse les fondations établies. C'est-à-dire que là, oui. C'est quand même assez... Les gros poissons perdent le contrôle. Non, mais ils en ont peur. Ils ont peur de perdre ce contrôle. Oui, après on peut dire, mais c'est une monnaie qui est instable. Oui, peut-être que c'est une monnaie qui est instable. Mais je vous rappelle que nous sommes, soi-disant, par rapport à vous, en crise, que c'est un système à chaque fois qui n'est c'est pas un système stable. Alors, pourquoi ils jugent que le Bitcoin, c'est un système qui est instable, alors que notre système, il se casse la gueule tous les 50 ans? C'est bizarre. Crise de 29, on nous met après l'obsolescence programmée pour nous faire plus acheter, mais derrière, c'est pas mieux. C'est vrai, William.
Merci, c'est vrai. Non, mais Je crois que tu allais décoller 3000 phrases. non, mais je Vas-y, travaille je un sais pas. peu, là. Non, parce Eva. qu'en même temps sur le chat, chacun change de pseudo pour bien s'amuser. Donc après mon amour, j'ai eu mon chéri. Là, ça se complique, les gars. Faites quelque chose, simplifiez-moi la tâche. Merci. Merci pour Eva. Alors, on va parler un peu espionnage. Avec toutes ces histoires d'Edward Snowden, d'espionnage, que même le gouvernement français s'est fait espionner par la NSA, des mouchards dans nos portables Android, même des geekages, hein, parce que bon, faire des tweets ou faire du réseau social pendant les réunions, c'est un peu tendu. Donc c'est un article tiré de l'informaticien.com. Donc la nouvelle salle anti-espionnage du Palais Bourbon vient d'être mise en place. Ça me rappelle un peu le Max la menace avec la cloche de confidentialité. Tu Je te vois rappelles ou pas? oui, tu as des bonnes références cinématographiques. Donc c'est un article de Margot Duquesnet. Alors l'Assemblée nationale dispose aujourd'hui désormais d'une salle ultra sécurisée où les smartphones sont interdits. En fait, c'est ça, la salle sécurisée. On te dit, t'as pas le droit de ton smartphone, la salle est sécurisée. Pour garantir la discrétion contre d'éventuels enregistrements et tentatives d'espionnage. Donc, de nombreuses affaires récentes ont mis en lumière la facilité que peuvent avoir certaines institutions ou certaines personnes d'enregistrer des réunions confidentielles. Donc, l'affaire Patrick Buisson et encore d'espionner les téléphones des hauts dirigeants et les écoutes de la NSA, etc. Ainsi, selon le quotidien L'Opinion, reprise aussi par Le Figaro, le bâtiment de l'Assemblée nationale abrite depuis peu une salle ultra sécurisée. Cette nouvelle pièce a été donc aménagée à la demande d'une délégation parlementaire chargée du renseignement. 4 députés et 4 sénateurs présidés par le socialiste Jean-Jacques Urvoas, qui aspirait à ce que le membre du Palais Bourbon puisse travailler sans aucun risque de surveillance. Quel type de protection, bien sûr, on se demande. C'est quoi déjà, bon, tu poses juste ton portable, sympa. Vous posez juste votre portable. Bon, c'est protégé. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'en fait, même au niveau de notre gouvernement et de notre président si normal, il n'y a aucune protection numérique qui n'est pas je dirais un directeur de cabinet ou un directeur du numérique dédié à la sécurité et à l'anti-piratage. Donc, sans parler des conversations qui sont directement enregistrées in vivo, l'écoute téléphonique, les emails qui sont lus, tout ce que trouvait de temps en temps à faire, je pense notamment à Nicolas Sarkozy qui met sa main devant la bouche pour pas qu'on puisse lire sur ses lèvres lorsqu'il est en conversation, ça suffit pas. Ça me rappelle Paris qui avait été, voulant être protégé, l'armée française avait dressé autour de Paris des enceintes, sauf qu'on venait tout juste d'inventer quelque chose qui s'appelle l'aéronaval et on est à peu près au même endroit, même dans le numérique. C'est un peu c'est comme l'Imagino. Bon, donc revenons à quelle protection. Donc la salle située dans un bâtiment de la rue Saint-Dominique face au ministère de la Défense a été donc opacifiée et donne sur une cour intérieure. Donc les portables y sont proscrits, les photocopieurs ne gardent rien en mémoire. La pièce donc a été passée au peigne fin par les services de renseignement pour s'assurer qu'elle ne renferme aucun mouchard ou micro, etc. D'autre part, le système de vidéo qui permet d'habitude aux députés de suivre l'activité de l'hémicycle a été coupé dans cette salle secret défense. Bon, je vais pas faire après des films d'espionnage. Oui, mais on n'est pas loin. Non mais c'est qu'à un moment donné, tu prends un amplificateur, tu prends un pistolet micro, tu peux récupérer sans problème. Tu prends un drone. Bon, je donne pas des mauvaises idées. Ne faites pas ça. Les drones sont. Ne refaites pas cette cascade. Voilà. Elle est faite par des professionnels. Voilà, donc tu peux mettre un drone au-dessus. Aujourd'hui, les technologies drone, tu peux faire des trucs super sympas. Tu peux faire des insectes, etc. Moi, je pense qu'ils n'ont pas tout dit. Alors là, j'ai sur le chat mon chéri, toujours un pseudo, je reprécise, qui m'envoie plein de photos de feu de notre ex-président Nicolas Sarkozy, avec effectivement toujours sa main devant la bouche pour ne pas qu'on puisse lire sur ses lèvres. Ouais, moi je sais pas ce qu'il disait, mais bon, bref. Allô, non, mais allô quoi? Je cite mon chéri. D'accord. Bon, les trucs à la Nabila, c'est pas mon délire. Alors revenons à un autre article. Il s'est passé. On va parler de santé numérique.
Aujourd'hui, on parle de notre santé, de ce que nous vivons tous les jours, mais la santé numérique, de plus en plus, ça va nous concerner. Donc le CCNUM appelé à penser à la santé numérique de demain. Saisi en février par le ministère de la Santé, Marisol Touraine, le Conseil national du numérique ouvre une consultation publique sur le thème de la santé numérique, tant en termes de méthodes que d'outils, donc big data, objets connectés, données, etc. Le gouvernement vise à moderniser le système de santé dans les 10 ans à venir dans le cadre de ce qu'il appelle la stratégie nationale de santé. Pour cela, le ministère de la Santé souhaite miser sur le numérique et les outils afin de, par exemple, réduire les inégalités sociales. Avant donc, le dépôt d'un projet de loi en juin prochain, Marisol Touraine avait saisi en février dernier le CCNUM pour produire un cadre de pensée à rénover pour la santé et proposer une vision sur les opportunités du numérique vis-à-vis de la prévention et de la promotion de la santé auprès des jeunes, tant au terme des méthodes que des outils privilégiés à investir. Depuis plusieurs réunions publiques ont eu lieu, donc notamment en matière de communication auprès des jeunes, le CCUM s'est fixé 2 objectifs, déterminer quoi le numérique peut contribuer au changement, puis quels sont les outils big data, objets connectés, données de santé à utiliser et comment va-t-on les utiliser. Donc hier, le Conseil a ouvert donc une consultation publique avec tous les acteurs de l'écosystème de la e-santé via un formulaire disponible sur leur site. Donc protection, on va aussi parler de protection de données. Prenant donc les devants, le CCNUM a eu l'intelligence d'élargir le périmètre d'observation demandé par le ministère, notamment via une des réunions dont le thème était la protection des données de santé. C'est en effet un enjeu majeur de la e-santé. Toutefois, d'autres sujets devraient, selon nous, être abordés comme la médecine en temps réel, la capacité des machines à traiter et analyser des données de patients, voire la médecine prédictive et ce nombreuses applications. Globalement, ce sont donc les données des patients qui seront exposées. Déjà IBM ou Google, ce sont ainsi du sujet avec des initiatives à la clé. Déjà, la conclusion, quand je vois Google qui veut s'y mettre, moi, ça me fait flipper. On parle de big data, on parle de nos données de personnel de santé, on parle de prédiction de santé. C'est comme l'anecdote, tu savais, tu connaissais l'anecdote sur les prédictions avec le big data sur Facebook? Non, Facebook est capable, et ça c'était Olivier, Olivier qui est juste derrière, l'assume. Facebook, non, c'est même pas Olivier qui l'a dit, c'était l'ancien, excuse-moi Olivier, c'était l'ancien président de Mozilla France. Si je ne défends pas, Facebook était capable de savoir quand tu allais, si tu allais réussir ou pas ton coup avec une nana. C'est-à-dire que même toi, tu n'étais pas encore dans le truc. Ah, si, j'ai lu ça. Avec attention. Il savait que tu étais en passe de conclure sur un malentendu, bien entendu. Il y en a qui diraient le mot pécho, mais moi, je ne voulais pas l'utiliser. Mais il savait que tu allais. Donc, il y avait un prédictif derrière. Tu avais 80. C'est horrible. Tu te mettais à remplir ton Facebook de tas de choses incroyables. Tu avais 80% de chance. Plus rien. Alors, c'est bon, il a conclu. Voilà. Tu avais 80% de chance de. J'ai pas entendu, il y a eu une coupure micro. Non, j'ai dit, tu avais 80% de... Non. Donc, revenons à cette histoire de santé sur nos données. Aujourd'hui, je rappelle que le CNIL fait le nécessaire pour éviter et met des amendes aux sociétés lorsqu'ils ont des bases de données qui permettent de faire des rapprochements entre qui nous sommes, ce que nous faisons. Le CNIL se bat pour éviter, bien sûr, que les assureurs ou autres personnes malveillantes puissent savoir toute notre vie. Par exemple, je sais pas, si un jour on nous met toutes les données sur une puce, genre une super carte vitale, et derrière on sait qu'on a une maladie incurable, c'est quand même flippant. Moi je veux pas que Google ou IBM puissent avoir accès à ces données. Même si, quelque part, de manière... On réfléchit même pas. On va aller par email, on va échanger des emails et on sait ce qui s'est passé, on va pouvoir tracer, on sait que telle personne... Si Google a accès à nos données, comme on a lu tout au début de l'émission... Il y a quand même, on peut reconstruire notre intimité. On peut savoir qu'on a des problèmes de santé, etc. Donc évitez dans un email, surtout quand vous êtes chez Gmail ou quelque chose qui a été ciblé par Edward Snowden, à mettre des informations personnelles. N'hésitez pas même à dire, si vous avez des informations personnelles, petit conseil, vous ne voulez pas vous barrer de Gmail, le truc le plus simple, c'est que si vous envoyez un document, vous l'archivez avec un mot de passe. Parce que le temps qu'il explose, le mot de passe, ça va mettre un certain temps. Donc ils utilisent 40 milliards de serveurs pour faire ça. Si vous donnez l'information claire, directe, pour eux, c'est trop facile. Donc
petit conseil, pensez tout à chiffrer, crypter, faites un dossier, un répertoire, une archive cryptée, et ça permet d'éviter ce fameux big data. On rentre dans ce big data, et moi, ça me fait peur. Et que penses-tu des pigeons voyageurs? Le pigeon voyageur, le retour. Et pourquoi pas? Bah, de toute façon, Mais ça peut c'est comme ça que gèrent en Afghanistan, en tout cas dans tous ces pays en guerre, les différents intervenants qui veulent échapper justement au Big Brother, ils travaillent à l'ancienne, Bah, ça peut être des pigeons drones. Hein. j'imagine, ou un chat volant. Ouais, ça c'est la blague de Lily Quelle Chapter. horreur. Non, c'est assez horrible. Bah, si vous avez quelque chose à rajouter, vous êtes les bienvenus. 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. As-tu quelque chose à rajouter? Je n'ai rien à ajouter pour ma défense. Tu n'as rien à ajouter pour ta défense. Alors, passons à l'affaire Snowden. On en parle dans les émissions Cyberculture et avec la hotline aussi. Olivier qui sera présent, il est là, il est déjà là, vous l'avez entendu au Dans micro. les starting blocks. Ouais, il est là. Je vais remonter son siège histoire qu'il puisse accéder à son micro. Donc on le verra d'ici 40 minutes pour vous présenter la hotline. La hotline, c'est quoi? La hotline, c'est si vous avez des problèmes avec votre souris qui commence à faire du morse, ou même vous avez besoin de réactiver un vieil ordinateur du fond de Ou votre... si rien ne s'allume, avez-vous pensé à payer EDF? Oui, Ça, je l'ai entendu une fois. Ouais. Coupure d'électricité, mon ordi ne fonctionne plus. Bon. Bah ça c'est un peu les délires, genre mon ordinateur ne s'allume pas, mais est-ce que vous l'avez branché Bon bref. Bon, revenons à Edward Snowden, le choix politique du prix Pulitzer. Pourquoi on parle du Pulitzer et de Edward Snowden? Donc cette année, le prix du Pulitzer récompense non pas des journalistes, mais des journaux. Donc on en entendait parler tout le temps à la radio. Donc le Guardian US et le Washington Post ont reçu le prix prestigieux de journalisme pour leur révélation sur la sphère Snowden. Est-ce un choix politique? Donc ce lundi, le prix Pulitzer a donc récompensé d'une médaille d'or dans la catégorie service public la version américaine du Guardian et le Washington Post pour la révélation sur le programme de surveillance de l'agence de renseignement de la NSA, donc permise par des documents délivrés par l'ancien consultant Edward Snowden. Pour rappel, Pulitzer est un prix prestigieux qui salue chaque année les meilleurs travaux journalistiques des États-Unis. Il est donc décerné par 19 membres d'un jury composé de journalistes, d'auteurs et d'universitaires. Il a été donc remis à l'université de Columbia à New York. Plus que le véritable travail d'investigation de journalisme, Glenn Greenwald au Guardian et Barton Gellman au Washington Post sont donc plutôt les positionnements et l'indépendance des journaux américains qui semblent avoir été récompensés puisque le Pulitzer a salué les journaux et non les journalistes. En effet, les révélations sur les écoutes de la NSA lancées le 6 juin 2013 ont été donc vivement critiquées par le gouvernement américain qui a tenté de discréditer ces reportages. Au-delà des conséquences que ces reportages ont eu en termes d'image auprès des citoyens américains, l'impact a été donc immense également auprès de toutes les communautés diplomatiques internationales. Donc certains dirigeants de pays comme l'Allemagne et encore le Brésil n'ayant pas forcément apprécié d'être écoutés, la remise du prix Pulitzer semble donc revêtir un caractère politique. C'est année, j'ai le ventre qui gargouille. Oui, tu as faim. Politique ou militant, à prendre selon ce qu'on souhaite. William, prend un appel téléphonique. Donc, pendant que William est en train de prendre l'appel téléphonique, je suis donc tenue de prendre l'antenne. Je te remercie pour le grand saut. Mais, voilà. Mais en fait, c'était qui? C'était ta femme de ménage? Elle n'a pas la clé ou... Non, c'est Damien. Salut à toi, Damien. Bonjour. C'est pas cool, là, je suis loin d'être la femme de ménage. Désolé, Damien. Non, parce que je voyais qu'il faisait des gros yeux. Je dis, qu'est-ce qui se passe? En plus, il m'a laissé l'antenne, il m'a fait des signes pour que je continue à parler. J'étais un petit peu en live. Bonjour, Damien. C'était le coup que je voulais te faire. Merci. Allez, Damien, je t'écoute. On t'écoute tous, Damien. Ah, alors moi, j'ai toujours plein de trucs, j'appelle à discutailler, comme d'habitude. Et là, il y en a une que... Allez, oui, Damien. C'est sorti cette semaine et c'est vrai que ça serait presque important et utile de foutre en commun ce qu'on peut faire et d'en faire un logiciel libre spécial pour taxi. C'est-à-dire Pour les taxis. Tu es taxi, Damien?
Ah non, loin de là, mais je suis utilisateur. En fait, je suis très feignant. J'ai même pas le permis de conduire, mais je suis très doué pour réparer les voitures. Pourquoi pas? Donc un Voilà. logiciel qui ferait quoi exactement? Je suis utilisateur souvent de taxi, mais je préférerais utiliser des VTC qui coûtent un peu moins cher, qui sont utiles. Ça serait énorme de faire un logiciel qui serait un peu comme un Le Bon Coin et Facebook réunis, avec en temps réel, une carte où en définitive qu'une personne soit taxi ou soit VTC, elle aurait une fiche pareille pour mettre en ligne directement ce qu'elle peut faire, donc amener d'un point A à un point B une personne, et qu'en définitive, là où il râlent les taxis, il serait de limite avec un point favorisé, puisque sur Le Bon Coin comme sur eBay, une personne qui est professionnelle a en général une meilleure fiche et de meilleurs commentaires qu'une personne qui est juste amateur. En fait, ton idée, c'est de donner des notes aux taxis. Ce sont des professionnels ou ce sont des gens qui font ça en plus? Ah non, c'est pas que de donner des notes au taxi, ça sert presque à rien. Parce que certains seraient dans les négatifs. Le côté utile de l'âge... C'est un peu tous les gens ont des caractères, que ce soit taxi ou pas, hein, c'est comme ça, il y a des très bons taxis. Le aspect pratique, c'est vraiment d'avoir l'application sur un portable ou sur n'importe quel PC, et surtout sur un portable. On clique, on allume le truc, et un peu comme Le Bon Coin. Ça indique là où il y a des taxis, on peut préciser d'avance quel chemin on va demander, et avoir au plus rapide les personnes qui sont les taxis, les professionnels, qui répondent aux clients directement. Damien, ça peut être très intéressant comme sujet, mais par rapport aux articles qu'on a pu lire aujourd'hui, quel est le rapport? Ah, il n'y en a aucun. Ok. Est-ce que tu as un truc à dire, par exemple, sur le Bitcoin. On pourrait payer en Bitcoin sur cette application. Voilà, on enchaîne. Non plus. Et je ne suis pas d'ailleurs pour ces espèces de monnaies virtuelles électroniques. Voilà. Il y a plein de failles d'ailleurs. Ça mériterait toute une émission. Parce que les bitcoins et compagnie, certes, ça peut être calculé énormément. On peut y mettre n'importe quelle sécurité, mais en définitive, il suffit de sniffer le travail d'un autre ordinateur, c'est copiable. Et en définitive, tout ce système-là de monnaie est piratable aussi. Oui, est-ce que le Bitcoin avec est piratable? Une copie. C'est-à-dire que je parle même pas, moi qui connais bien la technique et la science, je parle pas de techniques de piratage qui seraient vraiment difficiles et compliquées à réaliser. Je parle juste de copier un signal. Pourquoi pas? Donc c'est en ça que j'y crois pas, les monnaies comme ça. Eh bien, on verra, je pense, sur la durée, de toute façon, qui va finir par réguler, pas réguler. Est-ce que ce sera interdit? En tout cas, la question est aujourd'hui brûlante. On ne sait pas comment cette monnaie qui s'autorégule va terminer sa course. Est-ce que ce sera un feu de paille ou est-ce que c'est une monnaie qui va dans l'avenir se développer? Un peu des deux. Ça sera un feu de paille pour les gens qui s'en servent pas, et pour ceux qui les utilisent, ça se développera et ça sera utile. Donc on aurait en fait une société parallèle. On ne peut pas presque avoir un avis définitif ni tranché, parce que c'est ceux qui s'en servent trouveront ça pratique, ceux qui ne s'en servent pas, pour eux c'est un peu comme les religions, ça n'existe pas si on n'y pense pas. L'avenir nous le dira. Et à la limite, plus que d'un système de Bitcoin, pareil que l'application pour les taxis, ça a déjà été un peu créé, mais c'est pas encore vraiment bien développé. Plutôt que de rechercher un travail, et les gens qui cherchent à gagner de l'argent, développer sur Internet et de justement se servir de tout ce réseau pour un système de troc. Oui, mais le troc n'est pas bien régulé et aujourd'hui, nos dirigeants et les têtes pensantes veulent pouvoir avoir la main mise, et c'est pour ça aussi qu'on parlait de Google, de Gmail. Le contrôle est important et le Bitcoin échappe au contrôle, et l'application que tu proposes échapperait également au contrôle. Ah ben, tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'aborderai pas ce sujet, les dirigeants, tout ça, je ne veux même pas en parler. Ça n'existe pas. Si on fait avec, c'est comme essayer de courir avec des sacs de plomb dans les poches. Ça fait les muscles. En mettant des coups de fourchette dans les jambes. Si on veut faire quelque chose de concret, il ne faut pas penser avec les parasites qui sont là juste pour parasiter les choses. Ok. Après, il y a une liberté qui n'a jamais existé dans l'histoire. C'est que maintenant,
on a Internet. Et ça, c'est vraiment ce qui fait que notre génération, elle est vraiment différente de toutes celles qui ont existé par le passé. Elles peuvent créer quelque chose qui soit totalement différent de tout cela, et donc d'échapper, comme vous le dites, à ce qui est les dirigeants et de la mainmise qu'ils essayent de nous mettre, et donc de créer justement ces systèmes qui soient totalement de libre-échange. Et comme c'est fait avec tous les logiciels libres et de la créativité humaine mise au service de tous. C'est très profond, Damien. C'est très profond ce truc-là, mais qu'est-ce que tu penses, par exemple, de... Bon, je reviens toujours sur le centre de la conversation. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, de cette histoire de Pulitzer, du Guardian et du Washington Post qui ont eu le Pulitzer parce qu'ils ont mis en avant l'affaire des écoutes de la NSA? Ce que j'en pense, c'est un peu comme cette série Person of Interest. À la limite, c'est très bien de poser la question parce que ça élabore un sujet que... Très bonne série, hein. Excellente série, mais justement, ça pose la question sur un sujet. Si un système pareil est fait pour le bien, on ne peut pas être contre. Mais par contre, s'il est utilisé par des mauvaises personnes, mais heureusement qu'il reste encore des personnes pour se défendre contre ça. Mais tu sais que c'est nous priver des seules libertés qui nous restent. Tu sais, la machine de Person of Interest, quand je lis l'article que j'ai lu, pas sur le Sweden, mais l'article sur le prédictif sur la santé, c'est égal. Hein. Même on en parlait tout à l'heure que Google ou Facebook, ils sont capables de faire du prédictif. Donc quelque part, dans la machine dans Person of Interest, dans cette série, donc que je vous conseille, même si vous aimez un petit peu ces séries un peu science-fiction, c'est réel, c'est possible. On est capable de faire du prédictif, de prédire le futur. Plus que faire du prédictif, et heureusement que c'est fait. D'ailleurs, j'espère même qu'une machine comme ça sera même meilleure que n'importe quel humain, et que ce sera créé. Je vais t'expliquer pourquoi. Moi, depuis que j'ai découvert l'informatique, ça a commencé avec mon premier Amstrad que j'ai trouvé dans des poubelles qu'on m'a donné. Amstrad 464. Les machines étaient déjà dépassées. J'ai eu l'Amstrad, j'ai joué un peu avec, j'ai adoré commencer à programmer en basique. Après, pareil, les gens jetaient dans des poubelles des Amiga. Ah, Amiga. Je suis tombé dessus, amoureux du 68000, la machine, je l'ai démontée, tout appris. Ah, c'est beau le 68000. Et c'est plus qu'un fantasme. J'ai toujours essayé de réfléchir à comment créer, juste avec de la simple mémoire, déjà ces processeurs qui étaient en 8 ou 16 bits, une espèce d'intelligence artificielle qui soit un peu comme un bébé humain, c'est-à-dire avec très peu de routine, ça ne fait que mémoriser, travailler sur ce qui est mémorisé et rendre de ce que nous sommes des humains. Et donc, un peu comme Person of Interest, c'est créer une machine qui soit dans son fonctionnement énormément logique, mais très humaine au final, après Mais si on revenait à l'humain, parce qu'en fait, on est en train de parler effectivement du numérique, du fait qu'on est tous suivis, chiffrés, analysés, scannés. Et sur le chat, on était en train de discuter un peu, ça part un peu dans tous les sens, mais j'évoquais les SEL. Alors SEL, SEL, hein, ne pensez pas autre chose. C'est un service en fait contre un service. C'est le principe du système d'échange local. Revenons au local, parce que là on parle du monde entier, on est partout, on est en Chine, on est aux États-Unis, on est avec la NSA, et parlons de notre voisin. En fait, donc ce système d'échange local, ça existe depuis quelques années dans les Hauts-de-Seine notamment, où par exemple une jeune femme peut donner des cours de piano, et en échange de quoi elle donne des cours de piano par exemple à un petit garçon dans le voisinage, et en échange de quoi le père du petit garçon vient faire de la plomberie chez elle parce qu'elle n'est pas capable de réparer quelque chose. Et là, il n'y a plus du tout d'échange numérique, on est dans l'humain. Et c'est un peu le souci, c'est qu'aujourd'hui, toute cette folie numérique, tous ces Facebook où on croit qu'on garde un contact et on a 450, 1200 amis, déjà le terme ami sur Facebook me gêne beaucoup, sont des contacts pour la plupart, fait que la dimension humaine a totalement disparu, et que du coup on devient tous des images virtuelles, et qu'on sert une économie qui veut nous faire consommer et qui essaie de savoir exactement qui on est pour pouvoir nous cibler en tant que consommateur. Oui. Je dirais que ça va au-delà de ça. Ça a été créé de justement tous ces systèmes d'échange locaux, de services, d'ailleurs qui sont très pratiques, mais ils ont atteint un peu, je dirais, leurs limites. Parce qu'il n'y a pas d'échange en termes numéraires ?
On n'a pas Non, d'échange c'est parce que d'argent? ça réclame un peu de temps pour s'y investir et des fois ce temps-là, en fait, les gens oublient alors qu'ils ont énormément de choses à proposer comme service. Je prends l'exemple de mon cas. Je suis très doué, je vous répare n'importe quoi en électronique. Vous avez une voiture, je démonte le moteur, je le refais ronronner. Pour moi, c'est technique, je comprends. Ça m'est même plus facile à comprendre ces choses-là techniques que ce qui est humain. Et donc voilà, Mais même tu pourrais échanger en tant qu'être humain, proposer tes services contre, je ne sais pas, un coup de peinture dans ton salon parce que vraiment tu sais pas tenir un rouleau ou je ne sais pas, de véritables échanges d'humain à humain. Alors après, ça sent un peu, il y a quelques relents de communisme là-dedans en disant il n'y a plus ah non, d'argent et c'est pas des relents de non communisme. mais c'est William Non. aussi fait la grimace. Non, Mais pas du tout. L'expression est il y bien a- trouvée, mais je dirais c'est au-delà de ça. oui, bien sûr. Voilà, je fais de Bon. l'électricité chez J'ai mis des gens, guillemets, mais vous l'avez pas vu. Guillemets. Non, mais après, c'est pas des guillemets, mais c'est surtout revenir à l'état de, on va dire, de respect, à l'état d'échange entre individus. C'est-à-dire ne plus voir le totalement fric. ça. Et justement, William, là où j'allais en venir, en définitive, c'est là où on s'en revient de ce que le monde moderne avec Internet prouve de ce qui est aussi le monde humain, c'est que c'est de l'ingénierie sociale. Et dans le sens, j'ai dit, le mot ingénierie sociale, c'est qu'en définitive, on peut avoir n'importe quel talent dedans. Il ne faut pas oublier pour faire tous ces trucs et donc participer à un système d'échanges locaux, c'est exactement comme un Facebook ou n'importe quoi, même le forum de la radio, à la différence du chat, il y a une immédiateté, et quand je dis c'est de l'ingénierie sociale, c'est que ça réclame du travail et du temps pour s'y investir. Même si on n'a rien à proposer ou qu'on est de la 7e merveille du monde à proposer, ou la 8e, je ne sais plus les comptes où on en est actuellement. Ce sera la 8e. Moi, 42. William est toujours en avance. Voilà, il faut trouver le contact et de... Après, tu vois, dans le fait d'échange du troc, le truc qui est intéressant, c'est dans le domaine du libre, dans le domaine open source. Quand il y a des projets qui sont faits, c'est un projet commun, c'est-à-dire que la personne ne va pas demander d'être payée. Après, c'est un projet commun qui va se créer. On va prendre, par exemple, je vais prendre l'exemple le plus bête. Hein. On va prendre, par exemple, on va prendre LibreOffice. LibreOffice, ça permet d'avoir Word, Excel, mais en version libre. C'est-à-dire que tu ne payes pas. Il y a des gens qui ont travaillé dessus, mais derrière, voilà, on ne va pas te demander de l'argent. Tu peux faire des donations, soit, mais derrière, il y a tout un service qui va se créer. Tu vas avoir un service tu vas peut-être monter une société qui va aider les gens à l'installer en entreprise, à faire des formations pour pouvoir utiliser le logiciel, mais derrière, le logiciel en soi, le logiciel libre, va pas demander, c'est-à-dire que tout le monde peut l'utiliser, tout le monde peut participer, il y a une participation collective, tout le monde peut l'utiliser. Tu parles d'un logiciel de dactylographie, en fait. OpenOffice, j'appelle ça des logiciels de dactylographie, parce que c'est des trucs pour écrire. Pour que les gens puissent corriger leur orthographe. C'est même pas le logiciel qui soit libre ou pas, c'est une question de pratique. Moi, je n'utilise pas ces trucs-là parce que je prendrais le Notepad depuis toujours. Et donc, là où j'en reviens, c'est vraiment une question de pratique pour l'humain. Après, le Notepad, tu peux pas mettre des choses en gras, tu peux pas forcément... Mais c'est juste, c'est pratique. C'est vraiment très pratique. On ne peut juste faire qu'écrire avec. Mais mine de rien, en un clic, c'est souvent lancé. Et sur les 90%, voire même 95% d'utilisation des gens, c'est ce qui est utile. Non, mais la base, quand tu as besoin de faire un copier-coller de texte, tout, etc., tu utilises Notepad, c'est la base. Après, si tu as envie de faire, t'as envie de programmer from scratch, c'est-à-dire tu commences un truc de programmation, que ce soit n'importe quel format, quand tu programmes pour un ordinateur, pour faire un logiciel, tu peux commencer avec ça, ça marche très bien. Non, moi quand je programme un PIC chez Microchip, parce que je sais, c'est mon dada. Les Arduino, programmer sans C, ça m'est... Je fais mon dos dessus, mais ça m'énerve, j'en reviens toujours à l'assembleur, le petit notepad que je fais de mon petit programme pour un PIC. Et non, il n'y a jamais eu besoin de plus qu'un notepad. C'est ce que je te dis, tu peux commencer de tout par ça. Il a vu. La simplicité. Sans déblatérer sur le notepad, parce que c'était vraiment pas de ça, limite, qui m'interpellait, c'était vraiment la praticité du truc et qu'un logiciel s'impose à partir du moment où en quelques clics, il devient à l'évidence de tout le monde. Et c'est vraiment ce côté des...
l'ergonomie qui compte avant tout. Alors Damien, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Parce que là, il faut que je continue un petit peu parce qu'il y a Olivier, il va pas tarder. Il va pas tarder, il va pas arriver maintenant. Mais c'est juste que j'aurais juste continué ma revue de presse. Je voudrais pas qu'il devienne violent sur toi, William. Ah bah, Qui c'est Olivier ou Damien? Ou toi? normalement, Je suis anti-violence. Pas la- Je vais tomber dans le meilleur au téléphone. Il n'y a pas ça qui est en plus. Je vois le chat qui est arrivé. Je sais que le chat, faut pas le déranger, sinon on va sortir ses griffes. Ça fait longtemps qu'elle est là. Elle a mis ses poils partout. C'est ce que je disais. On n'avait sur le pas chat. vu. Allez. Je ne regardais pas Bon, allez, Damien. l'image. Merci beaucoup, Damien, pour Merci, ton Damien. intervention. Je vous souhaite une bonne après-midi à Bon tous. après-midi, Merci. profites-en, il fait super beau. Non, c'était une blague. C'était une blague. Non, alors si on commence à s'y mettre, ça va pas le faire. Allez, parlons bien, parlons du Facebook russe. Connais-tu le nom du Facebook russe sans que je... Non, c'est presque ça. Non, on va pas le déformer, veuillez m'excuser pour l'accent. Non, c'est Contact. Contact. V-Contact, le Facebook russe entre les mains du Kremlin. Donc ils ont leur Facebook, c'est comme ça, mais depuis de nombreux mois, le dirigeant du Facebook russe, donc V-Contact, est en plein lutte de pouvoir avec ses actionnaires proches de Vladimir Poutine. Donc le cofondateur indocile du site, Pavel Dounourov, n'est désormais plus en commande de la société qu'il a créée. Il a également donc quitté la Russie. Il a été gentiment remercié. On lui a demandé de prendre une petite valise et de vite s'en aller, de fermer la porte. C'est avec tous les événements, donc on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc vcontacte.ru, donc le nom de domaine du site internet est l'équivalent de Facebook en Russie, c'est-à-dire le réseau social le plus utilisé du pays. Tout comme son égal américain, vContact était au début un réseau réservé uniquement aux étudiants et diplômés supérieurs russes. Donc le site créé en 2006 est aujourd'hui donc dépassé plus de 100 millions d'utilisateurs. Donc les pays voisins, donc la Biélorussie, l'Ukraine l'utilise également. Donc l'influence de la plateforme n'a pas échappé au président Vladimir Poutine. Donc le cofondateur du réseau social russe Pavel Durov, aujourd'hui âgé de 29 ans, a été donc congédié de son poste de PDG de l'entreprise. Il expliquait sur son compte vContact ce lundi 21 avoir été donc informé de son débarquement par la presse. Fait intéressant, donc les actionnaires n'ont pas eu donc le courage de faire les choses et j'étais au courant de ce licenciement mystérieux par la presse. Le jeune entrepreneur s'était donc accroché à plusieurs reprises avec le fonds d'investissement United Capital Partners, donc le UCP, qui détenait 48% de vContact, donc le fonds rapproché à Durov d'avoir donc utilisé les ressources de la société pour créer l'année dernière une application de messagerie instantanée baptisée Telegram, un peu proche de Instagram, dont les fonctionnalités ressemblaient à WhatsApp. Elle connaît donc un succès auprès des utilisateurs. Donc la société qui édite cette application a été enregistrée à Berlin et est indépendante du groupe donc vContact. Donc Humour Noir, donc le 1er avril dernier, Pavel Durov annonce sa démission de vContact, expliquant que sa liberté de directeur général avait été nettement réduite. C'est donc devenu de plus en plus difficile de défendre le principe sur lequel notre réseau social est fondé. Mais 2 jours plus tard, il parle en fait d'un poisson d'avril. Joyeuse fête à ceux qui ont cru que je démissionnais vraiment. Donc c'est finalement ravisé, où il y a donc un sens de l'humour pour le moins étrange. Selon le service de presse du réseau social, les actionnaires auraient donc reçu une lettre de démission de la part de Durov le 21 mars dernier. Donc aucune restriction ne s'en va suivie. Donc son départ a ainsi été officiel ce lundi. Donc en janvier dernier, Durov cédait donc 12% du capital au groupe internet Mail.ru, contrôlé par Alisher Ouzmanov, qui détenait déjà 40% à travers une société intermédiaire. Donc cet oligarque très actif dans divers secteurs économiques a été donc décrit par les magazines Forbes comme l'un des hommes les plus riches de la Russie. Celui qui est donc un allié du Kremlin avait donc déjà le monopole de la propriété des médias russes. Désormais, il brigue celui des réseaux sociaux. Sociaux. Tu es fatigué, William. Je suis là pour... C'est marqué juste tu devant. vois, j'écoute quand même. Non, mais en fait, j'ai un décalage. C'est arrive, excusez-moi. Des réseaux sociaux.
tu vois. Écoute, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses? 08 92 23 95 20, 08 N'hésitez 92. pas à appeler. Sur le chat, c'est très actif, mais c'est encore mieux en live. Non, ils sont super interactifs aujourd'hui, hein, c'est bizarre. Chat.rim952.fr pour accéder directement à notre chat, ou sinon, je vous invite à partir de notre site internet www.icietmaintenant.com pour retrouver l'ensemble de l'univers de notre radio. Donc petite annonce, si on se retrouve tout de suite après, vous pouvez appeler au 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Bonjour à tous. Une annonce vous concernant. Sachez que Sandrine Félix, thérapeute, énergéticienne, naturopathe, spécialiste du Chuzu, sera présente dans le cadre du magazine Santé et Spiritualité le mercredi 30 avril. Par la suite, elle vous propose un atelier conférence dans les locaux de la radio au 8 rue Violet dans le 15e arrondissement à Paris, métro mode Piquet-Grenelle ou duplex. La thématique qu'a choisi d'aborder Sandrine Félix avec vous, le rééquilibrage énergétique avec le printemps. Atelier conférence qui aura lieu donc de 20h à 22h30. L'ouverture des portes se fait à 19h45 et une donation de 10 € vous sera demandée qui reviendront à la radio. Je vous rappelle donc Sandrine Félix le mercredi 30 avril, le rééquilibrage énergétique avec le printemps. Radio ici maintenant, c'est bien. Ça fait Radio ici maintenant 95.2, c'est Cyberculture. Là, on a écouté Continuum, hein, la série qui parle un petit peu de. Je sais pas, tu connais pas Continuum? Si, je connais Continuum, William. Arrête de toujours croire. Vas-y, raconte-nous. Je sens que tu as envie de parler là, t'es chaud. Non, je ne parlerai pas. Si tu dois nous dire en quelques mots et pas en 250 mots. Là, je suis en train de chatter, j'arrive pas à faire deux choses en même temps, mais ça va venir. Non, mais Continuum, c'est une série qui parle un petit peu sur le contrôle des gens. Il y a quand même une histoire de big data, de cadrer les gens, de les surveiller, du Big Brother, du 1984, version moderne. Donc c'est une série que je vous invite à regarder. Là, il y a une première saison normalement, il y a la deuxième saison qui est passée et la troisième saison qui est en cours actuellement aux États-Unis. Après, vous pouvez choisir le moyen de la voir, c'est votre problème. Revenons sur cette revue de presse et on va parler, je sais pas si tu as entendu parler du net mondial, parce qu'il faut le dire en brésilien, mondial. Merci. Mouilles le L, mondial. Tu mouilles le L, d'accord, merci. Une déclaration pour mettre fin à la surveillance de masse. Donc la banderole, we are all victims of surveillance, tu vois. Merci Eva. Ouais, je sais. Merci mon chéri. Mon chéri vient de me faire un spécial dédicace sur... Non mais déjà que j'ai du mal alors. Il a été très fort, hein, mon chéri. Il a dû le faire sur Paint assez rapidement. C'est réussi. Bon alors donc, la déclaration pour mettre fin à la surveillance de masse, histoire de dire qu'on en a tous assez d'être surveillés. C'est ça.
Donc Voilà. ça s'est passé, donc ce l'événement mondial organisé au Brésil a abouti donc à un texte publié donc hier soir. Donc ça date, c'est un article qui date du 25 avril, donc ça date de pas longtemps. Donc il opte pour un contrôle multilatéral de l'utilisation de l'internet et condamner la surveillance de masse. Donc c'est un article qui est tiré de l'Informaticien, bien sûr, si vous voulez retrouver cet article. Donc le sommet net mondial qui s'est déroulé au Brésil du 23 au 24 avril à São Paulo, que nous évoquions hier, a finalement donc abouti à une déclaration publiée hier soir. Donc le document décline les deux principaux objectifs de cet événement, définir les principes de gouvernance de l'Internet et donner la feuille de route du devenir de cet écosystème. Donc s'en souviennent ensuite les recommandations qui ont été donc préparées par le Net mondial et les ont été donc constituées grâce à une forte collaboration entre les pays décrits. Le document, donc aujourd'hui plus de 180 contributions ont été reçues de tous les parties prenantes du monde entier. Donc dans la première partie consacrée aux principes sur la sécurité d'Internet, par exemple l'accord indique valoir une forte collaboration internationale en tant que ressource mondiale universelle. L'Internet devrait être un réseau sécurisé, stable, résistant, fiable et digne de confiance. L'efficacité dans la lutte contre le risque et la menace pour la sécurité et la stabilité de l'Internet dépend d'une forte coopération entre les différents acteurs. Concernant les barrières qui pourraient être un frein à l'accès à l'Internet, la déclaration du Net mondial indique, dit-il, la gouvernance de l'Internet doit promouvoir un accès universel, l'égalité des chances et un prix abordable et un accès à Internet de haute qualité, de sorte qu'il peut être un outil efficace pour favoriser le développement humain et l'inclusion sociale. Aucun obstacle donc déraisonnable et discriminatoire ne devrait pouvoir empêcher l'entrée pour les nouveaux utilisateurs. Donc les politiques concernant l'accès aux services Internet devraient donc être orientées vers l'avenir et une technologie neutre afin qu'elle soit donc en mesure d'accueillir des technologies qui se développent rapidement et leurs différents types d'utilisation. Donc, bon, je ne veux pas aller jusqu'au bout pour aller sur cet article qui est tiré dans l'Informaticien. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez appeler encore un petit peu 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20. Est-ce que tu ne trouves pas quelque part je peux pas dire, c'est que ça peut être ridicule vis-à-vis de ce qu'ils nous ont fait la NSA, ce que nous fait aussi les services d'espionnage, avec tout ce big data et cette collaboration qui, bon, c'est clair, on va pas cracher tout le temps, mais il y avait certaines sociétés qui avaient, dit-il, qu'ils avaient les mains et les poings liés par rapport à ça. Ok, pour un Internet libre, etc. Le début de l'Internet, c'était ça. Là, en fait, ce qu'ils disent. Bon, après, on parle de sécurité, etc. Est-ce que dès le début, Internet était bien libre et n'était pas déjà surveillé? Internet était quand même surveillé. C'est un fait. Mais c'était moins Big Brother. C'était les C'est-à-dire universités qu'au fur et à mesure que les utilisateurs se sont connectés, au fur et à mesure qu'on a eu de plus en plus de monde, depuis l'ouverture d'Internet au public, puisque Internet existait déjà, si je ne m'abuse, pour l'utilisation de l'armée, tu me dis si je me trompe, américaine, du coup, il a bien fallu réguler. Et c'est le gros problème. Tout ce qu'on dit aujourd'hui, je pense que le résumé se fait autour du mot de la régulation et du contrôle. Parce que est-ce qu'on peut laisser une entité, on parlait du Bitcoin, se développer, s'autoréguler, Internet, est-ce qu'on peut laisser faire tout et n'importe quoi? Et où sont les limites sur le contrôle, sur ce qu'on est? Aujourd'hui, on ne peut plus envoyer un mail qu'on pense être complètement privé en parlant d'un voyage qu'on souhaite faire, par exemple au Mexique, sans avoir immédiatement des spams et avoir autour... Ouais, après, tu peux avoir après ta télé churros, c'est tout le bordel. Hein. Télé churros. Les tacos, c'est les tacos, les churros, c'est pas là, c'est en Espagne, c'est les tacos, avec le chocolate con churros. Et voilà, on n'est plus anonyme. Alors qu'on pense en réalité être anonyme sur Internet, et on l'est pas du tout. Donc c'est un peu la question. Et aujourd'hui, certains souhaitent effectivement revenir à un anonymat total, mais beaucoup pourraient en abuser pour faire des choses malveillantes. La question est posée. Donc après, sur cet article, hein, bien sûr, sur cette déclaration en disant pour un Internet neutre, etc., on n'est pas forcément... moi, je suis pas forcément...
je dis pas que je suis pas forcément d'accord. Je suis d'accord pour que ça se fasse ainsi, mais déjà les pierres sont déjà positionnées. On va parler du matériel informatique qui est déjà complètement vérolé avec des portes dérobées, Cisco, le Huawei, la marque chinoise. C'est hallucinant. Et on revenait un petit peu au Bitcoin, parce que là, on va pas tarder à conclure cette émission, cette revue de presse informatique dans Cyberculture aujourd'hui, Eva. Le Bitcoin aujourd'hui, on a un système global. Ces gens-là qui ont mis des sociétés, ces grosses firmes qui sont derrière, qui ont le contrôle entre guillemets du web. T'as le Bitcoin qui arrive, mais attendez, mais ça rentre pas dans notre cadre. On contrôle pas, on n'a pas les manettes. C'est qui ces gens? C'est le problème, c'est que autant la Banque Centrale Européenne, on a des noms, on a des CV. C'est un autre monde qui se crée. C'est l'ultra-virtualité. On ne sait même plus à qui on a affaire. On ne sait pas qui c'est. La matrice, c'est la matrice. Je voulais te le dire maintenant, mais pas mal. Tu as fait des progrès depuis. Je vais peut-être te réinviter. Tu as utilisé les mots-clés. Matrice. Geek. Je ne sais pas utiliser pas forcément mon cerveau. Mais j'apprends vite, c'est bien. Merci. Félicitations. Merci. Un vote sera fait d'ailleurs pour savoir si je reviens ou pas. Ouais, j'ai un mail, je vous rappelle. cyberculture952@gmail.com et je vous ai dit que je changerais d'email et je vais avoir mon nom de domaine et j'expliquerai comment il faut faire tout ça. Donc il reste un petit peu de temps. On va pas parler. Il y a Olivier, il commence à être chaud là. Olivier. Alors j'ai vu que tu avais un invité. Oui. Ou je vais pas dire c'est ton petit copain, mais non, c'est comment il va. Il va bien, il s'appelle Renaud. D'accord. Ouais. C'est pas le chanteur. Non. D'accord. Mais ça s'écrit pareil. D'accord. Mais pas comme la voiture. Non plus. D'accord. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Je sais pas. Non, en fait, c'est un invité comme ça. Non, non, on va parler de son blog, mais on va pas faire 2 heures dessus. Tu nous invites? Bien sûr. D'accord, c'est cool. C'est gentil. Mais j'invite qui veut, d'ailleurs. D'accord. Non, mais attention, faut qu'on fasse des filtres, genre mode security, spam. Faut éviter le spam. Tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Là, on va finir sur. On va finir quel moment là, on va lancer. Oui, il y a Primato qui demande si Olive a un petit copain, je sais pas. Non, c'était la blague. Je vais lui remonter son sèche, c'était pour le chauffer. non, mais je vais prendre cher tout à l'heure. Je vais avoir ma fessée en direct. Je suis pas de bonne humeur en plus. Voilà. Je suis pas du tout de bonne humeur. Ouais, c'est. Mon Nemo veut bien que je revienne. Merci Nemo. D'accord. Ok, c'est générique. Ok, c'est lequel? C'est celui-là. C'est ça? C'est bien. C'est Matrice. Au revoir Eva. Allez. Au revoir. Non, je crois que tu reviens à ce qui paraît. Merci, ça me fait plaisir. Tu reviens juste après, mais je sais pas s'il veut. Bon, je vais demander à Olivier. On va négocier. Ok, allez, je reviendrai. I'll be back. Merci d'avoir suivi l'émission aujourd'hui. Merci à vous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.